Merci. Nous passons aux amendements. Nous avons été saisis de 4 amendements de notre collègue Benoît Simion sur la proposition de résolution. Benoît Simion, vous avez la parole pour défendre votre amendement numéro 1. Le premier amendement est au sujet touche à l'alinéa 7. Et je propose de rajouter « estime qu'il est nécessaire de rendre pérenne, c'est-à-dire sans date butoir, le système des autorisations de plantation de vignes, seul outil de gestion du potentiel de production au sein de la PAC ». Alors, en réalité, tout ça est très sectoriel finalement et dû à la filière viticole. Nous avons eu très peur il y a quelques années au sujet donc du système des droits de plantation qui a été abandonné fin 2015 au profit d'un dispositif d'autorisation de plantation. L'ancien dispositif que vous connaissez reposait sur un principe d'interdiction des plantations nouvelles et d'autorisation de plantation par exception, lorsque l'on pouvait prouver l'existence réelle d'un marché. La CJCE avait donc estimé dans les années 70 la présence d'un régime juridique brimant la liberté d'entreprise, il fallait prévoir une date pour la fin de régime. Le dispositif nouveau ne repose plus sur une interdiction de planter, mais au contraire sur une obligation pour les États membres de mettre à disposition des opérateurs des autorisations de plantation jusqu'à concurrence d'1% du potentiel planté. Seuls les AOP et IGP peuvent restreindre en quantité les plantations en fonction d'un risque de surproduction. Et c'est là, risque de surproduction, sans pour autant aller jusqu'à les interdire. Dans ces conditions, fixer une date de fin de régime des autorisations de plantation n'apparaît pas adapté. Actuellement, la fin du régime est prévue pour 2030, ce qui, à l'échelle de la viticulture, va arriver très vite, vous le savez. Il serait donc pertinent que la réforme de la PAC proposée se prononce sur l'absence de nécessité d'une date de fin de régime. Cela permettrait bien entendu à la profession de se projeter dans la durée. J'avais déjà alerté lorsque j'étais maire par délibération de ma commune les écueils sur cette réforme des droits de plantation. Et de nombreuses communes girondines sont en alerte parce que les difficultés qui pourraient en découler sont extrêmement inquiétantes et anxiogènes surtout pour nos viticulteurs. Je vous remercie, messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente. Quel est l'avis des rapporteurs? Le problème, c'est que c'est un amendement qui nous amène sur du catégoriel, en quelque sorte. Donc, si on ouvre la boîte, tomberont de toutes les productions des demandes qui seront des demandes tout à fait justifiées. Oui. Je le tiens à le dire, tout à fait justifiées, qu'on partage. Mais à mon avis, on peut difficilement rentrer là-dedans sur des demandes qui correspondent à certaines filières, parce que sinon, toutes les filières vont demander à ce qu'on rajoute. N'oublions pas que la proposition de résolution, normalement, après, devrait passer en commission des affaires économiques, s'il s'accepte. Oui. Dans les délais, il y aura sans doute des échanges par rapport à ça. Merci. On propose de le retirer. Monsieur les rapporteurs, oui. Je le retire et j'entends bien qu'il s'agit d'un amendement sectoriel et que nous sommes là sur une réflexion globale et le travail se poursuivra, j'en suis convaincu. L'objet était d'attirer votre attention, l'ensemble des commissaires, sur ce point-là. Merci. De toute façon, ça sera dans le compte-rendu. Mais il est vrai aussi, aujourd'hui, le vin, il est aussi géré à l'intérieur de l'organisation commune des marchés. Donc, on ne peut pas en retirer, je pense, un seul élément. Oui, c'est ça. Merci. Exactement. Alors, l'amendement est retiré. Alors, l'amendement numéro 2, Benoît Simion, vous avez la parole. Alors, oui. Là, par contre, il ne s'agit pas d'un amendement sectoriel. C'est sur l'alinéa 12. Je rentre de Gironde. Il y a quelques heures, vous savez, nous avons été frappés par un tragique épisode de grêle et nous avons des milliers d'hectares où 100% de la récolte, nous ne récolterons pas donc dans le vignoble bordelais. Alors tout cela pose la question donc de l'aléa climatique. Comment on fait pour mieux protéger nos agriculteurs et les inciter à s'assurer. Parce que j'ai pu découvrir ces dernières heures que seuls 30% des agriculteurs étaient assurés sur ce risque-là. Donc la question, pourquoi, moi je me suis posé la question, pourquoi ils ne sont pas assurés? Donc la première réponse, c'est parce qu'il y a une franchise qui se déclenche lorsqu'ils perdent 30% de la récolte. Donc il s'agit, avec cet amendement, de l'abaisser à 20%, de façon à les inciter à s'assurer.
Enfin, le deuxième point, c'est qu'en effet, les annonces de la PAC sont assez anxiogènes et donc ils ont peur qu'il n'y ait pas le maintien de l'aide européenne à l'assurance récolte, surtout que ces dernières années, l'aide à l'assurance récolte est payée souvent avec 2 années de retard. Donc cet amendement vraiment a vocation d'inciter nos agriculteurs à s'assurer. Donc pour leur proposer une assurance récolte efficace. Alors on nous répond souvent que le règlement européen Omnibus donc ne permet pas cela. En réalité, c'est possible. Hein. Donc voilà l'objet de mon amendement. Oui, je comprends très bien, c'est un amendement qu'on peut tout à fait soutenir l'esprit, mais la rédaction est un peu contradictoire sur la seconde partie, parce que si on assure une assurance, on n'encourage pas l'assurance, on l'assure. Donc c'est assurant une assurance, hein, assurant une protection contre les aléas économiques et climatiques, et notamment une assurance récolte efficace. Donc je pense qu'il faudrait plutôt, si vous acceptiez ce sous-amendement, dire assurant une protection contre les aléas économiques et climatiques et les encourageant ou favorisant les encourageant à souscrire une assurance récolte efficace. Donc ou les incitant plutôt qu'encourageant. L'incitation, c'est le point moins moral, c'est plus économique. Hein, je trouve que ça serait plus conforme à votre exposé. On peut retravailler la rédaction, en effet. Quel est l'avis alors? Je pense que sous réserve de la modification proposée par M. Bourlange, c'est quelque chose qui nous semble tout à fait acceptable et tout à fait cohérent avec l'esprit du rapport et notre résolution. Oui. Le problème d'incitant, c'est qu'on fait porter un peu la responsabilité sur les viticulteurs. Or s'ils ne la prennent pas, il y a des causes. Donc, ce que je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose, peut-être. Oui, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait trouver quelque chose qui ne fasse pas porter la responsabilité sur eux, mais c'est aussi le type d'assurance qui bloque. Ludovic Favorisant. Moi, juste une remarque, et là où c'est intéressant entre. Mais alors, au-delà du débat sur l'amendement que Benoît Simion a bien exposé et où je suis totalement d'accord avec lui sur le fait de mieux protéger, là où on pourrait être vigilant, c'est est-ce que c'est à l'Europe de proposer ça ou est-ce que c'est à la France? Point qui est un peu différent et sur lequel on doit travailler, c'est est-ce qu'on ne devrait pas mettre un espèce de groupe de travail ou de Grenelle spécifique entre le monde de l'assurance, les politiques et les agriculteurs pour savoir comment mieux les accompagner, mieux les protéger. Parce qu'aujourd'hui, alors peut-être moins les viticulteurs parce que ce ne sont pas comme les céréaliers des métiers en tension, des segments en tension. Par contre, d'autres, les maraîchers et autres, qui eux ont aussi les aléas climatiques, ont aussi des aléas problématiques, n'ont pas les moyens parfois de se payer une assurance parce qu'ils ont des charges importantes, ils ont des revenus qui sont très faibles. Donc comment on fait pour les accompagner? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre autour de la table justement le monde agricole avec les assureurs et avec des élus pour qu'on puisse trouver un pacte de bon fonctionnement qui leur permettait d'être mieux protégés et que ça ne leur coûte pas non plus trop cher parce que les aléas climatiques, malheureusement, ce n'est pas leur fait et on est aussi responsable car pendant des années, nous n'avons pas protégé la planète et on le paye aujourd'hui. Juste pour réagir, qu'on se comprenne bien, cet amendement vise vraiment à réaffirmer le soutien du législateur national par rapport donc à ce qui est dit dans le règlement Omnibus, qui donne déjà la possibilité aux États d'abaisser ce seuil donc de préjudice des assurances récoltes. Hein, le droit européen le permet. Parce que moi, l'idée, c'est plus d'encourager une assurance récolte efficace. Voilà, c'est ça. Parce que si on dit cette histoire de souscription, on place un peu la responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus le système en soi-même qu'il faut dire. Il faut un système d'assurance récolte efficace. Je ne sais pas comment on peut le tourner. C'est pas tout à fait la même chose. On va travailler dessus. Vous nous laissez travailler là-dessus. La proposition serait que ce soit déposé lors de l'examen aux affaires économiques. Merci, Et à ce moment-là, messieurs les rapporteurs. Donc, du coup, je crois que ma collègue souhaite s'associer à l'amendement. Je pense qu'on peut y intégrer tout le groupe. Hein. Là-dessus, on est tous d'accord. C'est juste la manière de le rédiger. Mais il faudrait qu'on le rédige Merci. pour que ça soit clair et précis et le redéposer en affaires économiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parfait, je le retire et donc nous le rédigeons pour la commission affaires économiques. Merci, Madame la Présidente. Et on le portera ensemble.
L'amendement numéro 3, Benoît Simion, vous avez la parole. Voilà, alors là, c'est toujours suite aux aléas climatiques. En fait, il y a deux outils, l'assurance que j'évoquais et un outil sur lequel je sais que le ministre de l'Agriculture travaille. Il y a un groupe d'études qui est au travail donc à la Commission des Finances sur ce qu'on appelle la réserve climatique, l'épargne de précaution. Alors, c'est quoi? En réalité, tous les ans, il s'agit pour un agriculteur d'enlever X% de sa production, ne pas les soumettre aux droits de douane, par exemple, de façon à ce qu'ils se fassent, excusez-moi du terme, un petit pécule pour supporter l'aléa climatique. Comme on dit, c'est du bon sens paysan, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est un amendement de bon sens qui vise justement à encourager cet outil efficace qu'est la réserve climatique obligatoire. C'est le sens de l'histoire avec donc tous les aléas climatiques que nous voyons de plus en plus régulièrement. Et donc un outil qui donne des marges de manœuvre aux exploitants sans être trop coûteux et en assurant un soutien public donc à nos agriculteurs. Monsieur les rapporteurs, vous avez la parole. Non, mais effectivement, la position de départ, moi je peux la comprendre sur l'expérience de ces dernières 24 heures, c'est d'autant plus important. En revanche, je pose la question de ce qui relève de cette charge que vous appelez une charge minime, mais en fait c'est une charge supplémentaire aussi pour les exploitants. Donc j'ai du mal à vraiment bien comprendre. Je me suis peut-être alors mal exprimé. Comment est constitué cet outil? Quand vous avez une production d'X litres de lait ou de vin, de récolte, vous avez 5% qui sont gagés numérairement, et donc ces 5%-là permettent de faire face dans les années à venir à l'aléa climatique et de constituer cette réserve climatique. Voilà, il y a déjà un travail très abouti qui a été mené là-dessus. Et en fait, c'est juste pour ajouter donc à votre alinéa 12, lorsque vous parlez de filet de sécurité, donc ce nouvel outil. C'est la boîte à outils. Moi, je pense que ça relève de la législation française, quoi. C'est tout ce qui touche à l'épargne de précaution. C'est-à-dire, je crois que ça serait... c'est pas dans la proposition de résolution européenne, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille davantage, parce que c'est assez conflictuel, à vrai dire. Surtout si on dit c'est obligatoire. La profession, actuellement, n'a pas une approche uniforme par rapport à ça. Moi, j'ai pris mes distances dans le rapport, notamment, parce que pour le moment, on n'a pas quelque chose de très formaté là-dessus. Et je dirais que c'est plus une réponse liée à chaque État qu'une réponse à apporter au niveau européen, quoi. Moi, je proposerais plutôt là, de le retirer, ce qui ne veut pas de retirer cet amendement, ce qui ne veut pas dire qu'on est tout à fait conscient de ça, mais ça demande un travail transversal qui ne peut pas se limiter comme ça à une proposition un peu brute de décoffrage qu'on n'a pas suffisamment travaillé, quoi. Oui, je pense que ça évoque toutes les questions liées aux enjeux climatiques, et peut-être qu'il serait intéressant justement de prendre le temps de bien travailler sur cette notion-là et de voir tout ce qui concerne les catastrophes naturelles et calamités, voir quelles propositions nous pourrions faire par rapport à ça. Et c'est français, ça, en plus. Je fais le vœu que le politique colle au temps économique, parce que les agriculteurs sont très à l'avance dans leurs réflexions, et il est vrai que nous sommes un peu en retard. Je sais qu'Hervé Pellois est en train de conduire un groupe sur la fiscalité agricole, donc j'accepte de le retirer et de poursuivre en effet les travaux en allant dans ce sens. Merci. Merci. Nous passons à l'amendement numéro 4. Benoît Simion, vous avez la parole pour défendre votre amendement. Là, c'est par rapport à l'alinéa 13, il s'agit juste de rajouter « propose de renforcer le rôle des interpros dans le partage de la valeur ajoutée ». Et là, ça fait suite tout simplement au débat que nous avons eu, chers collègues, dans l'hémicycle ces dernières heures sur le projet de loi équilibre agricole et alimentation, afin de tenir compte dans les indicateurs des coûts de production ou des prix de marché, de tout cela. C'est une avancée considérable que nous avons obtenue ces dernières heures dans ce projet de loi. Il convient que notre droit communautaire soit en adéquation avec cette loi que nous venons de voter hier.
À défaut, nos interprofessions ne pourront pas se lancer dans l'élaboration et la diffusion de ces indicateurs et prendre le risque d'être sanctionnées par l'autorité de la concurrence. Donc il s'agit uniquement là d'une conformité de notre droit, d'appeler à une conformité de droit communautaire par rapport à ce que nous avons voté ces dernières heures. Alors, quel est l'avis des rapporteurs? Monsieur Bourlange, Jean-Louis. Je suis tout à fait d'accord avec l'inspiration. Je pense que le mot renforcer est un petit peu fort, parce que ça semble indiquer que justement, si on ne modifie pas ce rôle, eh bien nous serions dans l'illégalité par rapport au droit communautaire, ce qui est un peu embêtant. Moi, je mettrais plutôt garantir. Garantir plutôt que renforcer. Là, ça veut dire qu'on consolide le statu quo et une interprétation du statu quo conforme à ce que nous avons voté en tant que législateur national. Quel est l'avis des rapporteurs? Oui, c'est une nuance précieuse, à mon avis, une nouvelle fois. Oui, effectivement, garantir, sous réserve que vous acceptiez cette formulation, nous, on y serait favorable. Merci, Monsieur Bourlange et Messieurs les rapporteurs. Donc j'accepte cette modification sémantique. Et je vous remercie. Donc, c'est propose de garantir le rôle des organisations interprofessionnelles. Je mets l'amendement ainsi modifié aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Non? Non, vous avez levé la voix, Monsieur Pieux? Ah d'accord, parce que j'ai pas vu. Voilà, donc je me posais la question.